Tout ne peut pas être jeté sur la tête du président Talon. Que cela dise, par exemple. J'ai parlé de cahier papillon. Oui, mais est-ce que le tourné, paix à son âme, est-ce que tout son dispositif, ceux qui étaient autour de lui, vous les avez écoutés, qui vous ont dit? Nous ne disons pas la même chose. Non, attendez. Non, alors sur cette question-là. Ok, un système politique qui arrive, un gouvernement qui arrive, n'est pas chargé systématiquement de fabriquer des opérateurs économiques. Non, c'est pas fabriqué. Mais non, attendez, c'est de créer des conditions. Attendons-nous bien. Okay. On en a créé. Les balles à boulet rouge qu'on a tirées sur Maître Adrien Ngouedji après sa sortie. Vous-même, là, ce que vous dites, c'est politiquement vicieux. Non, attendez. Est-ce qu'on a besoin de le rappeler qu'il n'est pas de Porto-Novo parce qu'il a dit attendez, ça? Le on n'est pas la nation béninoise. Da Silva. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue dans votre numéro de Free Speech de ce jour. Nous allons aborder dans ce numéro, qui fait donc le round-up des informations qui ont marqué la semaine écoulée, nous allons parler de la Conférence nationale des forces vives de la nation. Quel reliquat retenir donc de cette Conférence nationale des forces vives de la nation? Nous allons aborder donc la rencontre du clergé catholique qui a réuni les sommités ayant pris part à cette conférence et d'autres acteurs de la vie sociopolitique et économique de notre pays. Ils ont donc organisé un colloque à l'occasion. Nous allons en parler dans ce numéro de votre émission Free Speech. Le sujet a également intéressé l'Union progressiste, le Renouveau, qui à travers une assise a aussi s'est penché sur l'essentiel à retenir de cette échéance qui a marqué l'histoire sociopolitique et économique de notre pays. Nous allons parler du code électoral, non, du code plutôt de déontologie et d'éthique dans les médias qui a été revisité. Ce code a été donc toiletté avec d'autres articles qui ont été apportés à ce code pour permettre aux acteurs des médias de mieux s'en sortir. Nous allons évoquer le probable départ du PRD, de Adrien Ngouedji, de l'Union progressiste de Renouveau. Voilà pour l'essentiel à aborder. Si le temps le permet, nous allons toucher à d'autres sujets également. Et pour en parler, j'ai dans ce studio Jules Léandre Kitty. Vous êtes communicateur, vous êtes également consultant média et chroniqueur. Jules, bonsoir. Bonsoir Valentin, bonsoir à tous. À côté de moi, à ma droite, le vieux père, Moïse Soudé, chroniqueur également. Moïse, bonsoir. Bonsoir à vous, Valentin, bonsoir Jules, et merci de nous rejoindre sur le plateau. Et je vous remercie, chers invités, d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir d'être là. D'entrée de jeu, nous allons planter le décor en suivant cet élément. 3, 2, 1. Merci. Le colloque qui nous réunit nous fait entrer dans l'année jubilaire des 35 ans de la conférence nationale. Année jubilaire, toute cette année est pour célébrer cet événement. En même temps que l'année jubilaire des 2025 ans du salut en Jésus-Christ, l'Église y voit un temps de grâce et de bénédiction. Des moments où Dieu nous fait confiance à nouveau. Il attend de nous, Béninois, Béninoises et amis du Bénin, de tout mettre en œuvre pour prendre la voie de la vraie fraternité, de la réconciliation et de la paix. Ainsi ne seront pas vains les avantages de la démocratie douloureusement acquis. Nous inviterons ainsi à notre peuple de subir les maux que la conférence nationale a repoussés loin de ses frontières. Le colloque se propose de nous faire atteindre ces objectifs en 3 axes. Le devoir de mémoire, la réappropriation des acquis de la conférence nationale et les perspectives. La conférence nationale avait eu pour mérite de faire du Bénin, comme l'affirme Théodore Olo, un état de droit et de démocratie pluraliste dans lequel les droits fondamentaux de l'homme, les libertés publiques, la dignité de la personne humaine et la justice sont garanties, protégées et promues comme la condition nécessaire au développement véritable et harmonieux de chaque Béninois, tant dans sa dimension temporelle, culturelle que spirituelle. Il nous est donc alors avantageux et salutaire de prendre une plus vive conscience de la conférence des forces vives de la nation,
et d'assumer notre responsabilité à faire de notre processus démocratique un point de non-retour. La dite journée sera célébrée le 28 février de chaque année. Paragraphe 3. Elle donnera lieu à des célébrations au niveau paroissial, diocésain et national et sera marquée par des activités de réflexion sur la vie sociopolitique du Bénin et d'approfondissement de la doctrine sociale de l'Église. Article 2. Le présent décret prend effet à compter de la date de sa signature et sera publié dans l'hebdomadaire catholique La Croix du Bénin. Fait à Lokossa le 13 novembre 2024. Voilà, juste Léandre Kitty, votre réaction par rapport, que retenez-vous de la conférence nationale des forces vives de la nation de 90? Merci et d'abord bonne célébration à tous les Béninois, tous ceux qui sont épris de démocratie et de liberté, tous ceux qui avaient l'âge de vivre cette soif énorme de liberté des années 90, parce qu'on sortait des difficiles épreuves de 87, 88, 89. Je pense que ce que je retiens de ces assises-là, c'est que les Béninois savent quand ils arrivent à un confluent ou s'ils savent qu'ils font un pas de plus dans l'animosité qui peut naître des différences et des différends, eh bien, ils savent mettre de côté leurs égos et s'entendre. Parce qu'en 1990, figurez-vous, il y avait des condamnés à mort qui étaient partis, s'étaient évadés de prison en serviette pour se retrouver. Après, on leur demande de venir s'asseoir avec celui qu'ils ont considéré comme leur bourreau. Il y a des gens qui avaient des stigmates de torture sur leur corps et qui ont pu être là. C'est vrai que en 90, on n'a pas pu voir autour de la table les communistes, mais j'ai eu la chance d'en connaître de très proches, j'ai eu même des oncles parmi eux. Et j'ai pu comprendre, contrairement à ceux qui les regardent comme des gens qu'on ne comprend pas parce qu'ils ont réclamé la liberté, on veut s'asseoir pour en discuter, ils ne sont pas là. Mais chacun a vécu les douleurs de la période révolutionnaire à sa manière. Donc ce que je retiens de la conférence nationale, c'est que cela a mis tracer les signaux, d'accord, du processus de renouveau démocratique. Et la particularité avec le Bénin, c'est que le Bénin qui sortait de difficultés, d'accord, que d'autres pays africains ne vivaient pas, a pu transcender ces difficultés et redevenir en quelques jours encore la locomotive de la démocratie en Afrique. Vous voyez, c'est un peu comme ce que des années après on a pu observer avec le Rwanda. Vous savez, un pays qui sort de guerre où il y a eu trop de morts, on pense que ce pays va rester en arrière pendant très longtemps, mais quand l'élite de ce pays s'est réunie pour dire on sort de cette douleur, on s'en va, c'est même ça, même une valeur spirituelle pour moi, parce que tous ceux que vous voyez, soit dans le monde religieux ou dans le monde social politique, des gens qui passent par cette douleur-là, s'ils ont la foi, ils s'en sortent. Donc aujourd'hui, on peut respirer la liberté, s'exprimer comme vous et moi nous le faisons, et pouvoir ne pas être interpellé, inquiété pour les opinions que nous exprimons. Mais après, 3 décennies après, il faut revoir, le contexte n'est pas le même, l'expression de la liberté, les outils, les canaux d'expression de la liberté ne sont plus les mêmes. Donc je retiens quand même que c'est le terreau fertile à ce que nous vivons aujourd'hui comme démocratie. Et c'est bien que les forces religieuses s'en préoccupent, l'Église catholique encore plus, parce que l'héritage n'est pas que pour tous les Béninois, mais c'est quelque part pour l'Église catholique, dont l'une des grandes figures a pu conduire avec, je vais faire un peu superstitieux, avec le concours de l'Esprit Saint, parce que ce n'était pas donné gagné d'avance. Voilà, Moïse Toudé, sur la même question. Non, je crois qu'en 90, au thème de la conférence nationale, on avait jeté les nouvelles bases pour construire notre vivre ensemble. Et quand je parle de notre vivre ensemble, la meilleure de notre vivre ensemble, je parle du multipartisme politique, je parle de libéralisme économique. 35 ans après, quelle est la conclusion, quel bilan pouvons-nous faire? Donc il faudrait que les Béninois
Moi, j'ai du plaisir à suivre les activités de l'aumônerie nationale, des cas des personnalités de l'Église catholique. Je ne suis pas catholique, mais pourtant, toutes leurs productions, je les achète, je les lis et je les suis. Donc, aujourd'hui, quand on fait le bilan, ben, j'ai suivi des participants dire que les atteintes démocratiques ont été déçues. On a dit effritement du poids de la parole politique, c'est-à-dire que l'homme politique qui prend l'engagement devant la population, après, il se dédie. Et là, ça ne fait pas sérieux parce qu'on a voulu voir les choses autrement. Quand on parle de multipartisme économique, j'ai entendu, lors de ce colloque-là, les gens parler de parti unique à plusieurs têtes. Donc, il y a beaucoup d'expressions que les gens ont utilisées pour exprimer leur ressenti après 35 ans. Je dis, les Béninois se sont battus, que ce soit ceux qui de l'extérieur, les gens se sont battus pour que nous ayons la conférence nationale. Je ne dirais pas que tout a disparu. Il y a quand même un certain nombre d'acquis qui sont restés, mais il y a des choses à revoir. Moi, je dis, les Béninois ne se parlent plus, les Béninois ne s'écoutent plus, chacun pense être plus intelligent que l'autre, chacun pense qu'il n'y a que sa mère pour faire des enfants intelligents. Donc je dis, il est temps pour nous de nous retrouver, de nous parler, surtout de nous écouter. Parce que dire le contraire de ce que vous pensez ne veut pas dire systématiquement que je suis contre vous, ou bien je veux vous détruire. Non, il faut qu'on s'écoute, parce que c'est dans... c'est l'affrontement des idées que naît la vérité. Nul n'est détenteur de la vérité. Donc, il faut donner l'opportunité à l'autre. Moi, je me suis rendu compte que aujourd'hui, beaucoup, que ce soit du côté de l'Église catholique, que ce soit des cadres, beaucoup ont reconnu qu'il y a des attentes qui n'ont pas été comblées, mais qu'il y a des acquis qui ont été maintenus. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ce qui a été qu'on appelle sapé, ce qui a été saboté, que l'on puisse ensemble remettre. J'ai dit aujourd'hui par rapport à un certain nombre de libertés, ouais, on a réduit le droit de grève. Nous savons, moi j'étais encore, je suis fier de le dire, j'ai fait le CG de Dantokwa. Vous savez qu'en ce temps-là, quand on parle de Dantokwa, on parle de mais c'était les récalcitrants. Comme je me plais à le dire, nous on a eu la possibilité de jeter la pierre à cet homme-là. Parce qu'on a dit, ben, on a vu certains parents pendant des années rester sans salaire. On a vu des mères de famille se prostituer pour nourrir leurs enfants. Parce que 8 mois, 9 mois sans salaire, on a vu beaucoup de choses. Donc les Béninois ont dit à la conférence nationale, plus jamais ça. Nous avons vaincu la fatalité, a dit le professeur Albert Thévois. Est-ce que 35 ans après, quand nous nous asseyons, je dis, au-delà des convictions politiques, au-delà de ceux qui défendent leur beefsteak, asseyons-nous et disons-nous la vérité depuis 90 à aujourd'hui. Qu'est-ce qui a évolué? Qu'est-ce qui s'est effrité? Parce qu'on ne peut pas me dire que tout ce qui a été recommandé, tout ce qu'on a eu au lendemain de la conférence nationale, tout est resté intact. Il y a des éléments qui se sont effrités, il y a de nouveaux éléments. Donc je dis, faisons le break, réfléchissons, disons-nous, mais qu'est-ce qu'on peut améliorer? Parce que l'essentiel pour nous, c'est le vivre ensemble. Parce que le vivre ensemble, si je ne suis pas, je ne bénéficie pas des mêmes avantages que moi, ne me demande pas de te sourire. Si moi j'ai étudié pendant des années, j'ai accumulé les diplômes, et qu'à cause de mes convictions politiques ou bien parce que je n'ai pas un parrain, je suis obligé de vivre dans le chômage, ne me dis pas de te sourire. Donc, il y a un certain nombre de réalités sur lesquelles, quel que soit notre beau politique, mouvance, opposition, philosophe, libre, penseur, on se dit, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Parce que il faut construire. Il faut construire pour la jeunesse. Il faut construire. C'est pourquoi j'ai dit, quand j'entends certaines personnes parler, je me demande si ceux-là, ils ont une progéniture. Parce que l'histoire va le leur rappeler pour dire, en ce temps-là, voilà ce que vous aviez dit. Ça a déjà commencé quand vous regardez certains hommes politiques, quand ils sortent, on leur balance leur vidéo de 2010, 2012 pour dire, mais monsieur, voilà ce que tu as dit il y a 10 ans. Pourquoi aujourd'hui tu changes d'avis? Donc, il n'y a que l'effritement du poids de la parole politique, ce qu'on a dit. Et moi, j'ai juste remarqué que, pour finir sur ce sujet-là, que la conviction a disparu au niveau des hommes politiques. On fait la politique en fonction de ses intérêts. Je suis avec Jacques aujourd'hui, je trouve que Paul est vilain. Demain, Paul vient pour que je puisse bénéficier des avantages auprès de Paul. Je dis, bon, il est beau, il est l'homme le plus mignon. Et puis, bon, ça passe pas. On ne passe qu'à son ventre, on ne passe pas à la construction réelle du pays. Donc, il va falloir que les Béninois, au-delà de ce qui est fait, il y a eu des avancées sur le plan économique, il y a eu des infrastructures, on a des écoles, on a des routes, on a des... Au-delà, est-ce que le Béninois, dans sa peau, se sent heureux 35 ans après la conférence nationale?
Julien Kuti, lorsque vous regardez la gouvernance d'aujourd'hui, est-ce que ça reste toujours dans la logique de cette conférence nationale des forces vives de la nation? Est-ce que les acquis de cette conférence-là continuent de prédominer les prises de décision aujourd'hui? Pour répondre à votre question, il faut d'abord s'entendre sur le problème que la conférence nationale de 1990 était venue régler. Vous voyez, il y avait un peuple qui était rassasié de frustration, de douleur, qui avait envie de souffler. Regardez les travaux, revisitez les travaux de la conférence nationale, les débats, les résolutions. Mais on ne peut pas, 35 ans après, considérer que la démocratie, la conférence nationale soit donc le terreau de notre vivre ensemble démocratique, considérer que tout ce qui, dans la forme et dans le fond, avait été conférence nationale, doit rester rigide et doit gouverner toutes les décisions que nous allons prendre aujourd'hui, alors que le contexte n'est plus le même. Mais je vais vous dire une chose, par exemple, la régulation de la liberté de presse, la liberté d'expression. En 1990, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Donc, la difficulté qu'on a aujourd'hui à contrôler celui qui, au contact d'une information, a envie de faire une réaction, et la rapidité avec laquelle sa réaction peut parcourir le monde entier, ce n'est pas la même chose qu'en 1990. Et la difficulté là aussi est plus grande aujourd'hui. Les outils de contrôle ne sont plus les mêmes. Les lois, dans ce secteur seul par exemple, ne peuvent pas continuer à être les mêmes que 1990. Mais au même moment, il faut que les gouvernants que nous avons aujourd'hui, pendant qu'ils tiennent compte des réalités contemporaines, parce que 3 décennies sont passées, c'est-à-dire que l'enfant qui était né en 1990, d'accord, si on ne lui montrait pas les images d'avant 90 et ce pourquoi il y a eu 90 et les résolutions de 90, c'est qu'aujourd'hui, à 35 ans, il a 35 ans, grand gaillard, mais il ne connaît rien de ce que vous avez vécu avant. Et pourtant, des gens qui ont vécu ces choses-là sont encore en vie. Donc, on ne réagit pas de la même manière. Je comprends ceux qui sont extrêmement nostalgiques de ça. Moi qui suis ici, quoique j'étais très jeune pendant que ça se passait, j'avais déjà le petit âge pour m'intéresser à ce qui se passait. J'avais particulièrement, et ça je comprends ceux qui ne veulent pas que les acquis de la conférence nationale soient sapés. Tous ceux qui étaient dans la salle pendant ces jours-là savaient qu'ils faisaient montre de patriotisme, mais avaient une peur extraordinaire pour leur vie. J'ai eu un parent, je dois l'appeler grand-père parce qu'il est oncle à ma mère. Il était procureur de la République, paix à son ami, il est décédé maintenant. Je l'ai vu en direct en train de présenter un rapport et tremblait. Qui tremblait. Alors, après, j'ai eu l'occasion des années après, il dit, mais Pépé, pourquoi tu tremblais? Il disait, mais mon petit-fils, ce qui se passait dans cette salle, à chaque instant, il y avait le risque de continuer et il y avait également le risque que tout s'arrête et l'assurance que ceux qui étaient dans la salle ne puissent pas repartir d'où ils sont venus. Vous savez, quand les gens ont vécu ça, quand les gens ont vécu l'incertitude et qu'après finalement, ils ont pu obtenir d'un homme fort de l'armée d'accepter que les décisions, les résolutions de la conférence soient souveraines et que après on a eu la possibilité de faire une offre, une orientation économique par exemple, qui était d'aller vers les ajustements structurels, d'aller vers une politique d'austérité qui devrait permettre au Bénin d'obtenir encore un souffle financier avec les partenaires techniques et financiers. Et c'est pourquoi on avait choisi Soglo, qui comprenait bien comment ça fonctionnait, les institutions de Bretton Woods. Mais est-ce qu'aujourd'hui, notre économie est encore à ce degré-là, à ce niveau? Donc, ça veut dire quoi? Nous devons tirer des résolutions ou des acquis de 1990 là. Ce qui est encore utile pour nous aujourd'hui. Le Béninois de 90 à aujourd'hui a suffisamment appris à s'exprimer et librement. D'accord? Maintenant, comment nous faisons pour que dans l'expression de cette liberté, dans l'action publique, nous produisions? Pour que nous puissions manger à notre faim, pour que nous puissions moins détourner
les deniers publics. Parce que si on devrait prendre la conférence nationale et ses résolutions comme, bon voilà, une fin en soi, donc il n'y a plus rien à faire, tout a été réglé, comme on nous a dit à l'église que le Christ est venu se sacrifier pour tous nos péchés, donc il n'y a plus rien que nous pouvons subir. Vous êtes chrétien aujourd'hui, de 2025, vous commettez un péché qui mérite une sanction de la part de Dieu. Je suis sûr que où il se trouve dans son assourdissant silence, Dieu va pouvoir vous dire, mon fils, je te punis pour telle ou telle chose. Et pourtant, le Christ l'a fait. Ça veut dire qu'il y a des conditions à chaque chose. Donc pour moi, chaque décision qu'on prend aujourd'hui, chaque gouvernant qui vient, il sait qu'il ne doit pas réduire les libertés des Béninois jusqu'à un degré donné. Là où je suis avec vous... Est-ce que là où nous sommes aujourd'hui, oui, parlant des libertés, le droit à la différence, le droit à l'expression, est-ce qu'aujourd'hui, on peut être fier de la façon dont les choses se passent? Moi, personnellement, je suis fier de la manière dont j'arrive encore à m'exprimer. Je suis fier de la manière dont j'arrive encore à circuler. Et tous ceux que je soutiens ou d'autres que je ne soutiens pas dans leur prise de position ou dans leurs actions, personne ne m'a empêché de lui dire ce que je pense. Alors, je vous ajoute une chose. La démocratie elle-même, depuis sa naissance, a toujours été une dynamique. Ça a toujours été un processus, une quête permanente. C'est-à-dire que vous amenez des anges pour diriger le Bénin. Vous amenez des anges pour former le gouvernement et être à la tête de toutes les institutions. Croisez les bras. Ne dites pas ce que vous souhaitez. Ne dites pas, ne leur rappelez pas ce qu'ils font de moins bien. Ne célébrez pas, ne faites pas la sanction positive par rapport à ce qu'ils font bien pour que ça les motive. Vous allez finir par installer un régime, un monstre où des gens vont violer tous vos droits et vous allez penser qu'ils sont mauvais en soi. Non. Par exemple, pourquoi la démocratie a dit au sortir de la conférence nationale, on a dit on doit avoir un système de séparation des pouvoirs. Il doit avoir l'exécutif. Est-ce que les pouvoirs sont séparés aujourd'hui? Les pouvoirs sont encore séparés. Vous avez tout à l'heure touché à un point important. C'est l'homme qui anime ces institutions. Mais j'ai envie de dire quelque chose. Moi, j'ai été un très bon consommateur de la chose politique, de la chose publique, avant d'aller dans le journalisme, avant de me frotter à la politique. Je peux vous dire une chose, je n'arrive pas à comprendre, et que les députés qui sont là maintenant m'en excusent, mais là encore je dis ce que je pense. Pourquoi ceux qui ont fait les premières, deuxième, troisième législatures, je m'en arrête là, pourquoi il n'existe plus des Albert Evoedre? Pourquoi des Charles Drecpo, ça manque tant au Bénin? Des Émile Pipidi, pourquoi ça n'existe plus? Pourquoi il n'y a plus de débats parlementaires qui peuvent amener un jeune béninois, scolaire, étudiant, à se dire, on ne dit pas je suis intellectuel pour être incapable de réfléchir, pour être incapable de s'exprimer correctement et de façon cohérente dans la langue qu'on a dit maîtriser. Pourquoi le jeune qui veut rentrer en politique aujourd'hui ne peut pas savoir, avec preuve à l'appui des exemples, que la politique, c'est mon point de vue, à 60-70% le discours politique. Le discours politique qui est bien élaboré, mais le discours politique qui également a un fond qui permet aux citoyens de suivre, d'avoir une certaine lisibilité dans l'action de l'acteur politique. Mais l'acteur politique qui, pendant 30 ans, ils ont refusé de réfléchir à ce que, au bout de 30 ans, même si vous le vouliez ou pas, et j'ai signé une chronique tout récemment là-dessus, j'ai dit qu'on le veuille ou pas, on aura une opération, une triple opération de rajeunissement de la classe politique, de renouvellement de la classe politique et de recomposition de la classe politique. On y est déjà. On y est déjà. Vous avez une génération de personnes qui, même si elles refusent de quitter les affaires aujourd'hui, là elle va les frapper. Vous avez une génération intermédiaire de personnes qui, depuis 90, étaient déjà dans l'action, n'étaient plus à l'étape de teneur de sac, mais qui sont aujourd'hui les acteurs politiques majeurs, mais qui sont obligés de composer avec les 35 ans, 40 ans, 45 ans, qui sont là aujourd'hui, qui disent c'est notre moment. Et vous avez un régime, comme le régime de la rupture qui vient, qui se comporte exactement comme un régime qui a envie, et c'est ce que j'ai dit du chef de l'État, le président Patrice Talon, je dis mais les réalisations qu'il fait, et ça vous impressionne, tout président qui arrive et qui est ambitieux comme lui, et qui voit grand pour son pays, si on lui donne les moyens, et qu'il est courageux, il va le faire. Mais ce que tout le monde n'a pas pu faire depuis et qu'il fait maintenant, c'est qu'il a allumé le cerveau des Béninois.
il fait des choses qui donnent envie à des jeunes de dire, ah ben, nous pouvons, et c'est ce qui fait développer un pays. Maintenant, si vous avez des acteurs politiques qui peuvent dire quelque chose le matin, dire le contraire à midi, et dire après la forme complètement abracadabrantesque de ce qu'il a dit à midi, la soirée, bon, ça fait le problème. Et moi, je continue de dire que le discours politique subit un assassinat progressif grave. Il faut le sauver. Et j'en aurais fini en vous disant que le numérique aide aujourd'hui à régler ce problème un tant soit peu. C'est pourquoi, vous voyez, vous avez des gens qui ont parlé il y a 10 ans, ils ont dit des choses. Aujourd'hui, ils disent des choses qui ne leur ressemblent pas du tout. Et puis, heureusement, la technologie donne les moyens de ne même pas dire on vous diffuse la première et puis la deuxième. Non, il n'y a pas de rediffusion. On vous colle les deux et puis on lance la bande. Vous écoutez et puis, bon, voilà, vous faites le point. Donc, pour moi, tout est dans le tamis qui se fait à chaque étape. Chaque 10 ans, là où nous sommes, par exemple, il faut réfléchir à qu'est-ce que le Bénin politique sera dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Il y aura encore un autre cycle. Et si nous croisons les bras, on va encore être surpris. Et il y aura encore un autre, excusez-moi de griffe, que le chef de l'État béninois m'en excuse, c'est pas péjoratif. Il y aura encore un autre phénomène, comme Patrice Talon, qui va venir et qui va constater que vous avez passé 30 ans à réfléchir à ce que vous devez être et qui va dire, OK, puisque c'est ce qu'il faut pour vous, et je le fais, vous aurez l'impression que c'est trop forcé. Parce que lui, il a l'âme d'un gagneur. Il n'est pas qu'un gagnant. Le gagneur, en fait, à la différence du gagnant qui peut se surprendre à être champion, le gagneur, il sait d'avance que c'est lui qui gagne ou qu'il gagne. Alors, Moïse Soudé, lorsqu'on regarde quand même, aujourd'hui, la gouvernance et tout le reste, est-ce qu'on peut dire que les acquis de cette conférence, notamment, et là je reviens sur cette affaire, la démocratie a quand même des principes, le droit à la différence, le droit à l'expression libre, chacun est libre de dire sa pensée et tout. Est-ce que vous pensez que, tel que les choses se passent aujourd'hui, on peut encore, et là pour aller un peu à l'encontre de Jules-Léon Kiti, se permettre de dire que nous sommes dans la ligne tracée? Non, je crois que, d'abord, je voudrais remercier Jules parce qu'il m'a rejoint où j'ai dit depuis... moi, j'ai la chance, les 9 législatures. J'ai voté pour les 9. J'ai suivi les 9 parlements qui sont là. J'ai toujours dit sur les radios et télévisions qu'à partir de la 4e législature, c'était de la merde. Excusez l'expression. Ceux-là étaient des hommes convaincus. Ils n'étaient pas venus s'en mettre plein les poches en politique. Il a cité Djelepo. Pendant la génération, il y avait un jeune que tout le monde admirait, Ambroise Adankoulon. Oui, Ambroise qui était le plus jeune. Ouais. Mais qui n'a rien. Ouais. Écoutez, les autres qui sont venus après, mais c'est pour la pitance. Disons les choses clairement. À ce niveau-là, ils ont contribué à effriter la liberté à ce niveau-là. On vient en politique pour la pitance? Mais oui, aujourd'hui, les gens viennent pour la pitance. Il a parlé de débat démocratique. Est-ce que la réforme du système partisan non, je n'ai pas alimenté? Fini. Maintenant, les gens ne parlent plus. Moi, ce qui m'intéresse quand on fait le bilan dans 5 ans, je parle le volet économique. Et j'ai toujours mis au défi quiconque de me dire combien d'opérateurs économiques béninois avons-nous. Je ne parle pas de ceux qui paient le marché public, c'est-à-dire vendre les gommes, les crayons. En matière de production vivrière, est-ce que nous avons aujourd'hui une usine de transformation, une industrie? J'ai entendu parler de Rinerica par Toundé, ça a disparu. J'ai entendu parler de Caille Papillon, ça a disparu. Aujourd'hui, si vous allez au Nigeria, tout régime qui vient au Nigeria a l'obligation de fabriquer des opérateurs économiques qui engagent les compatriotes pour pouvoir travailler. Après 35 ans, c'est vrai qu'on a dit, écoutez, et le Bénin s'est modernisé, mais à quel coût? Quand j'en parle, les gens s'énervent. Vous ne pouvez pas m'offrir une voiture et je vous dis c'est à combien? Bien, je vois de belles maisons à Cotonou, c'est à combien? D'accord? On a construit la cité. C'est pour combien de Béninois? C'est ça aussi la réalité. Parce qu'on voit le volet développement, je suis d'accord. Mais le Béninois est-il capable d'assumer ce développement-là? Quand vous prenez la cité de Wedo, mon confrère est là, toi et moi, on ne peut pas prendre une maison et payer 300 000 francs le mois. Vous ne pouvez pas parler pour Jules. Combien je gagne? Je gagne le million. Combien de Béninois aujourd'hui, si on sort les salaires politiques, combien de Béninois gagnent le million? C'est ça la réalité. Est-ce qu'on a construit le Bénin pour les Béninois? Et je dis le volet liberté. Moi, quiconque se retrouve dans ma position, moi j'ai travaillé sur les FM.
Mais jusqu'à aujourd'hui, on ne m'a pas dit pourquoi on ne nous a pas reproché de faute professionnelle en fermant sur l'FM. On a fait 6 cas. On ne nous a pas reproché de faute professionnelle pour dire vous n'avez pas respecté le code de déontologie et de l'éthique dans les médias. Vous avez quitté le golf. Est-ce qu'on vous a reproché des fautes professionnelles? Je dis, il y a des choses qu'on a rétréci la liberté. Aujourd'hui, je vois des confrères dire des énormités, écrire des énormités, mais ils ne sont pas épinglés. Mais il suffit que d'autres disent, place un vilain mot et puis on les interpelle. Il y a que, il faut nettoyer la maison. C'est vrai qu'on ne peut pas garder intact ce qui est dit en 90. Moi, je dis, parfois, quand je me révolte, moi, j'ai eu la chance, en tant que délégué général du Dantopa, affronter le ministre Alabi Bélan. Je l'ai affronté en tant que délégué général. Parce que nous avons déclenché une grève. Il a appelé, j'étais au coup. Il a appelé, j'ai dit non, monsieur le ministre. Jean-Roger Aoyo, c'est nous qui avons lutté pour que le collège ne soit pas rasé. Quand vous avez sacrifié partie de votre vie pour que votre pays évolue, il y a des choses qui font mal. Le Parlement, et comme il a dit, on devait mener des débats, on devait participer à construire un pays. Comment un Parlement puisse accepter qu'on mette dans la constitution de mon pays, après des années, que le chef de l'État peut contracter des prêts au nom de mon pays et rendre compte à 92 jours après ça, c'est-à-dire qu'on contrat déjà le prêt. On contrat d'abord le prêt, on vient rendre compte, c'est-à-dire qu'on n'a plus la possibilité, le Parlement n'a plus la possibilité de dire, ce prêt que vous voulez contracter là, on n'en a pas besoin, on a peut-être besoin de prêts pour améliorer le plateau technique dans les centres de santé. Voilà. Depuis que cette loi a été votée, moi peut-être je n'ai pas suivi, je ne sais pas si un jour on est allé à l'Assemblée nationale, après 90 jours, pour rendre compte, voilà quand ça, on a arraché aux députés cette liberté-là, j'en parle, tout le monde le sait. Donc, il y a des choses qui sont perfectibles, il y a des choses qui sont bien faites, mais dire qu'il n'y a pas de choses perfectibles, il faut, parce que aujourd'hui, vous allez à l'extérieur, je ne peux pas ouvrir ma bouche pour dire, donner le nom d'un seul opérateur économique nigérien. Vous voyez, béninois, vous allez à côté, si on parle de Dangote, c'est partout. Donc, je dis, il faut que nous puissions, ce n'est pas seulement en achetant les choses qui viennent de l'extérieur. Quand les gens se plaignent pour dire le salaire, ça ne suffit pas, c'est vrai. On n'a pas dit que l'État ne paye pas les salaires. L'État paye les salaires. Mais quand vous prenez votre salaire, vous allez sur le marché de la consommation, vous ne pouvez pas. Il faut de la production. Personne ne peut me dire que je mens. Vous allez au marché pour acheter tomates, pour ceux qui vont marcher comme moi, pour acheter tomates, vous allez voir, pour acheter, écoutez, un régime qu'on appelle de banane que j'ai acheté la dernière fois. C'est difficilement que j'ai pu l'acheter à 5 000. Donc, il y a que sur le marché de la consommation, le Béninois, son salaire ne lui permet plus de satisfaire les besoins de sa famille. C'est ça. Lorsqu'on se trouve dans ce cas de figure, que faut-il améliorer pour que le Bénin se sente quand même heureux d'être pionnier de la conférence, ou des conférences qu'on a eues et de l'ère démocratique en Afrique? Qu'est-ce qu'il faut faire? À quel niveau? Ce qu'il faut faire, selon moi, c'est d'abord, premièrement, qu'il faut qu'on travaille à avoir un système éducatif, un espace public et politique qui informe et qui forme. Moi, je pense que la première des choses qui fait le développement d'un pays, le développement adapté à l'évolution des choses, c'est des générations bien formées, bien informées. La formation des cadres. Oui. Regardez, par exemple, pour mener la bataille de la liberté, par exemple, il faut connaître les lois que vous voulez combattre. Les lois que vous voulez... Ce qu'il est en train de dire là, je peux ne pas être d'accord avec lui, mais ici, des choses précises. Mais vous avez des gens de notre génération, de notre âge, que vous écoutez sur les réseaux sociaux, qui ont une réputation, une grande réputation sur les réseaux sociaux, et qui disent des énormités. Alors, quand est-ce qu'on veut rattraper cette pourriture-là? Et c'est de bonne foi qu'ils le disent, parce qu'il y a un problème. Pourquoi vous êtes en train, on doit penser qu'on veut se développer, alors qu'on a toute une génération de gens formés. Depuis qu'on a commencé par parler de nouveaux programmes dans ce pays-là, on a déjà formé des gens, des gens sont déjà... Approche pas compétente. Voilà, il y a déjà des gens qui ont fini la formation, qui sont devenus des enseignants. C'est-à-dire qu'ils sont en train de reproduire la mauvaise qualité qu'on a mise sur le marché. Très bien. Si on règle ça, et que ceux qui constituent
les forces vives de la nation. Pourquoi? L'expression là, c'est quand même, l'adjectif vive là, n'est pas là pour rien. C'est des gens qui sont actifs. Des gens, j'ai eu, je vais vous donner un exemple, j'ai eu une amie qui est venue de Lyon, en France, et qui vient rester ici 2 mois et demi. Et on doit faire des tours, on est en train de discuter d'autres choses. Paf, elle regarde sur son téléphone, elle dit, ah, il y a une pétition qu'elle devrait signer avec des gens de son quartier là, et qu'on doit envoyer au maire que les déchets ne sont pas bien gérés. Et elle se dit, tous travaux cessants, il faut signer la pétition. Alors, et elle appelle ses copines, il faut le faire. Elle n'est pas encore dans la politique. Ça veut dire quoi? Elle passe développement. Très bien. Ça veut dire qu'on l'a éduquée pour que dans l'action collective, on puisse exiger des dirigeants un certain nombre de choses. C'est parce qu'elle est informée. Et c'est parce qu'elle est bien formée. Donc, deuxième chose à faire, il faut qu'on réévalue notre modèle économique. Cette évaluation doit aller au-delà de l'offre politique ou l'offre de gouvernance d'un régime, d'un président de la République. Le président de la République qui est là aujourd'hui, il est en train de traduire, d'exécuter son projet de société qu'il a proposé aux Béninois qui l'ont élu et qui l'ont réélu, qu'il a transformé en programme d'action du gouvernement. Certes, en concertant des forces, des experts, mais des experts qu'il sollicite, un gouvernement qu'il a formé lui-même. C'est ce que lui, il a proposé aux Béninois et qu'il a envie de réaliser. Maintenant, les institutions de la République, ceux qui peuvent encore constituer les forces vives de la nation, mais est-ce que ce n'est pas de 90 qu'est née la dynamique de la société civile? C'est à partir de 90 que c'est né. Comment les acteurs de la société civile, là, comment ils se sont enragés pour que tous les pôles qui, au sein de la société civile, dans cette composante-là, pouvaient constituer des gendarmes dans la tête d'un chef d'État, d'un gouvernement qui veut agir et qui peut les consulter. Pourquoi ils ont disparu? C'est Patrice Talon qui a fait ça? C'est le président qui va venir là? C'est lui qui a fait ça? Non. Donc, les gens ont abandonné un champ qui aidait à faire l'équilibre. Ce qui a été voté comme loi, dont parle mon ami, c'est qu'il faut désormais que nous ayons ceux qui sont là, qui comme députés, ils ont été déclarés élus députés. C'est validé. Je ne leur dénie rien, un seul iota de leur titre de député. Moi, je constate simplement que j'étais plus passionné par les débats d'avant qu'aujourd'hui. Je ne dis pas que ceux qui sont là ne sont pas intellectuels. Vous pouvez être intellectuel, vous pouvez être rassasié de choses à dire, mais vous pouvez faire l'option délibérée de ne pas dire. Et le fait de savoir dire ou de dire aussi ne suffit pas qu'on peint en noir. Un député n'a pas pour mission de peindre en noir ce que fait l'exécutif. Non, il y a des passerelles de coopération entre les institutions. Mais si les députés, on envoie, même si c'est un projet de loi, donc envoyé par le gouvernement, ou si c'est une proposition de loi venant d'un député, s'ils estiment que c'est ça qui est bien, en tant que représentant du peuple, vous savez que dans notre système démocratique, là, dans le système de représentation, d'accord, c'est parce que ceux qui sont élus députés, là, c'est supposé que ceux-là, ils sont tellement issus du peuple, ils maîtrisent tellement les intérêts, les besoins et les aspirations du peuple, que quand eux, ils parlent, là, le temps de retourner vers ce bas peuple, on considère que c'est le peuple qui a décidé ça. Donc la constitution que vous déplorez, que vous attaquez là, c'est une constitution qui, légalement parlant, d'accord, est adoptée par le peuple béninois, qui devrait être content de ça. Alors, si on n'est pas content de ça, allez faire un sondage, scientifiquement démontrer que les 3 quarts des Béninois ne sont pas pour ça, et faites la pression. J'ai fait un débat le lundi avec un confrère qui ne faisait que répéter qu'il faut que les gens prennent leurs responsabilités, il faut que les députés fassent. Je dis non, mais quand vous avez constaté que les députés voulaient voter telle loi, on nous a toujours informés du projet de loi. Mais combien de citoyens prennent le temps de dire, nous écrivons des pétitions, des propositions qu'on va envoyer aux députés? Combien de députés lisent les lois qu'on leur demande de voter? Non, attendez. S'il y a des députés qui ne lisent pas, si vous en avez la preuve, et que vous pensez que quelqu'un s'est retrouvé là-bas par accident, mais dites-le. Voilà, on va évoluer dans ce débat. Donc, si on a une économie aussi où vous avez des opérateurs économiques
qui ont passé tout leur temps à acheter, à revendre, à contourner la fraude et quoi, le fisc, pour pouvoir s'enrichir. Et qu'après, il se trouve que le système qu'on met en place empêche la fraude. Du coup, les entreprises commencent par avoir des difficultés. Et quand les entreprises commencent par avoir des difficultés, tout le monde a les yeux braqués sur la classe des quelques-uns les plus puissants. C'est-à-dire que dans l'économie, là aussi, c'est une stratification. Vous avez ceux qu'en fond on appelle les gandoquins clo-clonos. C'est-à-dire vous avez les bourgeois, les grands opérateurs économiques qui sont là, qui sont majeurs. Quand vous parlez de Dangote au Nigeria, il y a Dangote, mais il y a voilà, il y en a d'autres qui sont moins puissants, mais qui sont dans l'espace, la zone intermédiaire. Et après, il y a le bas peuple. Mais quand ceux qui sont en haut là-bas décident d'aller en politique, de sauter 2 pieds joints pour aller dans l'espace politique, le Nigeria dont vous prenez l'exemple, vous avez vu combien d'opérateurs économiques qui sont allés après en politique, parce qu'ils sont tellement puissants. Le président qui vient là-bas, il a oublié de causer, de discuter avec eux. Maintenant, ceux parmi eux qui décident d'aller en politique directement et de réussir, vous constatez que soit... Nous ne disons pas la même chose. Non, on dit la même chose. J'ai dit... Parce que vous avez des gens, vous avez insinué dans ce que vous avez dit, qu'il y a des opérateurs économiques qui ont été écrasés. Moi, je dis ce que vous n'avez pas le pouvoir de dire. Non. Mais j'ai donné le Touné qui fabriquait le riz. J'ai parlé de cahier papillon. Oui, mais est-ce que le Touné paie à son âme, est-ce que tout son dispositif, ceux qui étaient autour de lui, vous les avez écoutés, qui vous ont dit l'entreprise là a échoué parce que l'État béninois ne nous a pas donné un climat d'affaires. La question, Julien Kitty, c'est combien d'opérateurs économiques ce système a fabriqué? C'est la question. Non, attendez. Non, alors sur cette question-là. Ok, un système politique qui arrive, un gouvernement qui arrive, n'est pas chargé systématiquement de fabriquer des opérateurs économiques. Non, c'est pas fabriqué. Mais non, attendez, c'est de créer des conditions. Attendons-nous bien. Okay. On en a créé. Alors, c'est les conditions. De créer les conditions, oui. Ce qu'on appelle le climat d'affaires, les conditions pour que des opérateurs économiques puissent s'épanouir, créer de la richesse et utiliser les ressources humaines qu'il y a dans le pays pour qu'on s'en sorte, pour qu'il y a, ça puisse circuler. Oui, mais le résultat, c'est qu'il doit avoir, alors après, si les conditions sont créées, on va aboutir à la naissance peut-être d'une nouvelle classe d'opérateurs économiques. On va aboutir à une émergence d'hommes nouveaux. Alors, si ce n'est pas arrivé, on a l'impression qu'on n'en a pas suffisamment avec ce régime en cas de nouveaux biens qui ont suffisamment émergé. Moi, je n'ai pas encore les éléments pour dire, parce que depuis là, qu'est-ce que la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, ceux qui sont là-bas, qu'est-ce qu'ils disent? C'est eux les acteurs. Qu'est-ce que, par exemple, les membres du patronat, qu'est-ce qu'ils disent? Ça existe toujours. De l'agriculture. Mais quand vous... Non, mais je ne comprends pas ce pays. J'entends des gens qui disent, et on donne, tout le monde réduit le débat à... ce que, bon, c'est comme si un monstre est venu à la tête du pays, il a ligoté tout le monde. Non, il y a des gens qui sont chargés de faire telle chose. Tout ne peut pas être jeté sur la tête du président Talon. Que cela dise, par exemple. Métronome. Bon, si ceux-là ne peuvent pas parler, s'ils ne peuvent pas parler, dit, tel que ça fonctionne là, nous ne pouvons pas nous en sortir, nous ne pouvons pas créer de la richesse. Les Béninois ne peuvent pas manger à leur faim. S'ils ne peuvent pas le dire, c'est deux choses. Soit ça les arrange, ou bien il n'était pas bien pour être là. D'accord, on va évoluer dans le débat, si vous permettez bien. On va parler du probable départ de Adrien Oumbedji de l'UPR et son PRD de l'UPR. Est-ce que, tel que vous lisez les choses, est-ce que tout ce qui s'est passé ces derniers jours, parce que là on a eu trop d'informations après donc, la boutade de Maître Adrien Oumbedji sur des pressions et tout le reste, est-ce qu'aujourd'hui il y a de fortes chances que le PRD continue d'évoluer dans l'UPR? Je crois que j'avais dit sur ce même plateau, qu'au lieu de tirer à boulet rouge sur Oumbedji, il faut lui demander pourquoi il a dit ça. Mais personne ne nous a dit qu'on a rencontré Oumbedji pour qu'il s'explique. J'ai dit, et c'est là la difficulté de mon pays. Vous n'avez pas le droit de dire ce que vous pensez. Les représailles vont suivre. Moi, je sais quoi je fais. Vous n'avez pas le droit de dire qu'il y a de ces mesquins là dans la société. Écoutez, on a lu que bon, ceux qui ont loué chez Adrien Oumbedji, on dit qu'ils vont partir. Mais vous dites ce que vous pensez maintenant. Ben oui, moi je dis ce que vous dites, ce que je dis, c'est vous qui m'avez encore fait l'honneur ce temps-ci de m'appeler sur votre plateau.
Vous êtes blacklisté? Oui, parfois. Parce que le problème, c'est quoi? Aujourd'hui, Adrien Oumbédi, même s'il partait de l'UPR, ça n'allait étonner personne. Parce que lui-même, en prenant la parole, il sait qu'il a ouvert la boîte de Pandore. En tenant ce discours-là, il savait qu'il ouvrait la boîte de... Donc vous pensez que ça ira jusqu'au bout? Oui, c'est vrai. Il a ouvert la boîte de Pandore et puis on ne va pas le rater. On ne va pas le rater parce que les gens ont estimé que, bon, moi, ce qui m'a un peu fait mal, vous savez, quand on fait de la politique, on fait de l'éducation. Quand on fait de la politique, on fait de l'éducation. Et moi, en tant qu'enseignant, je dis, on n'insulte pas son aîné. On n'insulte pas son aîné. L'aîné a beau dire des conneries, on ne l'insulte pas. On ne l'insulte pas. Et on n'encourage pas des gens à insulter les aînés. Parce qu'au-delà de tout, Adrien Oumbédi a une personnalité. Il a autour de lui des personnes. Je vous ai dit la dernière fois ce qui se passe dans le PRD. J'ai dit, je vais répéter qu'il y a des gens, nous sommes allés. Parce qu'on ne fait pas la politique. Parce que, bon, on veut faire la politique. Aujourd'hui, tout le monde sait que c'est lui-même qui l'a dit. La politique, c'est le jeu d'intérêt. Si je ne trouve pas mon compte, je ne reste pas. Mais il a autour de lui. On a beau tout lui reprocher, hein, mais parents de Wémé Plateau, c'est Oumbédi ou rien. Ça, c'est une vérité. C'est Oumbédi ou rien. Maintenant, à l'heure précise, quel intérêt Adrien Oumbédi a à quitter l'UPR? Quand il va quitter l'UPR, il va atterrir où? Parce que l'autre problème, et je crois que vous l'avez évoqué la dernière fois, c'est la désignation prochaine du Dion en mai. Et ça va déterminer beaucoup de choses. C'est l'offre et la demande. Mais je dis, au lieu qu'on se mette à vilipender, à l'attaquer, il faut lui demander qu'est-ce qui l'a poussé à tenir un pareil discours. Moi, je soupçonne que forcément, il y a quelque chose. Il a reçu un coup qui lui a fait mal et pour rendre le coup, bon, il a dit ce qui lui est arrivé en tête. Julien Titi, est-ce que ce n'est pas une preuve palpable? Parce que là, de l'intérieur, quelqu'un a parlé, mais là, on voit tout ce qui se passe après. Non, vous n'êtes pas capable de me démontrer que quelque chose se passe après et qu'il soit lié à ça. Mais est-ce que vous avez vu au moins les balles à boulet rouge qu'on a tirées sur Maître Adrien Oumbédi après sa sortie? Et ça, c'est des gens bien placés du système. Non, moi, je peux vous dire quelque chose. Et je trouve que aussi bien... Je sais que vous et moi, on a des... Même les questions que vous posez là sont vicieuses sur la question. Vous-même là, ce que vous dites, c'est politiquement vicieux. Ce que... Non, attendez, oui, attendez, je dis ce que vous dites est politiquement vicieux. Je n'ai pas dit que vous êtes politique. Allez-y. Vous êtes en train de parler de la matière politique. Ce que Maître Adrien Oumbédi a fait là, c'est quoi? Ce n'est pas tirer à boulet rouge sur quelque chose, sur un système. Ce n'est pas tirer à boulet rouge sur des faits, sur des pratiques. C'est ce qu'on dit. Ce n'est pas dénoncer des pratiques. Est-ce que lorsqu'on est à l'intérieur, on ne peut pas dénoncer des choses? Non. De l'intérieur, quand vous pouvez dénoncer des choses, de l'intérieur, vous devez accepter qu'on vous dénonce ou qu'on dénonce votre manière de dénoncer. Ça fait partie du jeu politique. Je me rappelle comme si c'était hier. Hein. Nous sommes à quelques... Un instant, est-ce que, vous m'excusez, est-ce que parce que Maître Oumbédi a dit ça, on a besoin de lui rappeler qu'il n'est pas de Porto-Novo? Ça, c'est politique. Non, attendez. Est-ce qu'on a besoin de lui rappeler qu'il n'est pas de Porto-Novo parce qu'il a dit ça? Attendez, le on n'est pas la nation béninoise. Da Silva. Da Silva. Je dis le on A besoin de rappeler à Maître Adrien Oumbédi qu'il n'est pas de Porto-Novo? Quand je dis que le on n'est pas la nation béninoise, c'est pour vous conduire à dire celui qui a dit ça. Celui qui a dit ça, il est membre de quel parti politique? Quelqu'un allait jusqu'à dire que s'il était une femme, il serait en train de... Attendez, celui qui a dit ça, d'accord, le vieux Da Silva, il est de quelle formation politique? Moi, je ne sais pas. On a besoin d'une formation. Ah non, attendez, il est un citoyen. De cet âge, moi, ce qui me surprend, c'est qu'à cet âge, ils tiennent ce langage-là. Bon, mais après... Non, je ne te rejoins pas dans ta logique. C'est-à-dire que je te dénie le droit de dénier le droit aux gens de dire même des bêtises. La démocratie, c'est être capable même de rencontrer quelqu'un en chemin. S'attaquer à la vie privée de quelqu'un. Attendez. La démocratie, c'est être capable même de rencontrer quelqu'un en chemin, de dire que oui, ça vous plaît de le gifler. Quand vous finissez le gifler, la suite de la démocratie, c'est de répondre de ce que vous venez de faire. Absolument. De ne pas dire devant un juge ou un commissaire que ah, pourquoi on m'a arrêté. Donc quand Oumbédi dit ce qu'il a dit là, alors que la politique qu'il a utilisée, qu'il a pratiquée lui-même jusqu'à avoir 83 ans, c'est que des choses du genre se disent au couvent. D'accord? S'il était au couvent de Goungou, il serait
un balai en chef. Balai de- Alors, maintenant que lui dit ça à la place publique, ça veut dire que il était le premier à avoir pour objectif de provoquer un choc public. Peut-être que l'avalanche de réactions que vous avez là arrange Mbedi, vous ne savez pas. Ouais, peut-être Parce qu'il attendait. au finish, pendant voilà, des semaines, que sur tous les plateaux de télé et radio, Mbedi est revenu. Il continue d'alimenter. Voilà que depuis des semaines, mais écoutez, quand Mbedi a parlé, le bureau, la haute direction de l'UPR s'est réuni. déplacé. Il a fait, et comment ça s'appelle, présentation de vœux avec son cercle à lui. Et il a calculé le bon timing au moment où on doit faire les 25 ans du décès de Moucharaf Gbadamassi. Donc il a contextualisé son affaire. C'est normal. Et puis maintenant, quand il fait ça, mais 24 heures après, l'UPR qui était en train de présenter les vœux à Moussou, quelque part un rival de Mbedi, depuis que quelqu'un les a appelés autour d'eux, ils sont allés voir les Soglo, les autres. Ils ont couru, ils ont fait 100 mètres place. Ils sont allés le voir pour lui dire présentation de vœux. Mais après, ça s'est révélé que ça a été l'occasion pour eux de s'expliquer avec lui. Pourquoi vous voulez que, si quelqu'un doit dire publiquement ce qu'on lui a posé comme question et ce qu'il a répondu, c'est encore lui. Et je constate qu'il ne répond plus à ça. Il ne vient plus dans le jardin pour dire ça. Ça veut dire que quelque part, Est-ce que son objectif n'est pas atteint? je pense que l'objectif de Mbedi a été atteint. Maintenant, Est-ce que c'est une façon de ramener le PRD sur la scène? c'est de ramener tout le monde sait, au moment où ce mariage se faisait, tout le monde sait quand on interroge l'histoire du PRD, que Maître Adrien Mbedi, et je crois que c'est légitime, n'a jamais voulu qu'on lui arrache. Mais cette vous savez, affaire. cette réaction a eu des avantages. Et je vous dis, Badilou Aguemo a été nommé ambassadeur. C'est ancien cacique du PRD. Attendez, et pourquoi C'est quand même. Mais attendez, pas fait à Oyo, mais ancien pas cacique du parole. PRD. Donc il a fallu. Vraiment dit, vous donnez raison à Jules Léon Kiti qui dit qu'il y a une réaction correspond à Non, une vous action savez, correspond à une réaction. la réaction, non. et puis non, Dans un parti politique. Non, ce dans un parti politique. il a le dos suffisamment Non, large. le- Il a d'ailleurs dit dans sa Je vous déclaration, apprends. excuse-moi, Dans il a un d'ailleurs parti dit dans sa déclaration Écoutez. qu'il reçoit des coups, lui, à 83 ans, il en recevra encore, et que tous ceux qui sont là, vous savez, savoir, il est habitué à ça. Nous avons observé que quand quelqu'un détonne dans un parti politique, la sanction elle est automatique. Et sur votre plateau ici, j'ai mis L'accent sur... j'ai dit, on devrait. Vous avez pris un bon exemple. Exemple des balais. Quand le balai décolle, qu'est-ce qu'on fait? Les balais se réunissent et le démettent et prononcent la sanction. Parce qu'il y a ça, c'est-à-dire que tu n'as pas respecté. Tu as violé les droits du couvent. Mais pourquoi ça ne se fait pas ici depuis avec Maître Adrien Mbedi? Non, il y a, parmi les balais, il y a encore la hiérarchie qui se respecte. D'accord? Il y a village. Ah oui, il y a l'ancienneté. Quand vous voyez, même dans l'armée, quand vous avez les mêmes grades, tout le monde n'est pas sanctionnable. D'accord. Donc, la sanction publique, Maître Adrien Mbedi doit être suffisamment outillé, formé pour accepter ça. Je vous fais... Est-ce que le PRD part de l'UPR, oui ou non? Non, le PRD, si la question c'est est-ce que le PRD part, c'est les géniteurs du PRD qui peuvent, dans leur tête à eux, dire ce qu'ils veulent. Vous, en tant que chroniqueur, vous êtes quand même un analyste. Non, moi je pense que Maître Adrien Mbedi veut plus que ce qu'il est en train d'obtenir. Il a monté les enchères. Il a bien envie que récupérer le PRD, aller dormir avec à Porte-Novo, ça lui sert à rien. Mais Maître Adrien Mbedi a envie que dans les discussions qui vont être menées, pour qu'on puisse désigner, on puisse gérer la perspective 2026, qu'il soit à la table là comme le patron du PRD et non l'appendice, une composante de l'UPR avec à sa tête quelqu'un qui, quand Maître Adrien Mbedi était en train d'être puissant, n'avait pas fini ses études. Donc, vous comprenez, Maître Adrien à la Mbedi... table en tant qu'acteur. Oui, mais donc, je vous ai dit ici, c'est un peu malsain, mais moi je l'explique en tant que chroniqueur, mais c'est un peu malsain si on doit aller à l'église avec, si on doit parler de moralité, c'est un peu malsain parce qu'il a, en tant qu'avocat, juriste de haut niveau, il a contracté un mariage, lui qui dissout le PRD dans l'UP pour devenir UP. Non, on va revenir sur ce débat. En allant à la dissolution, j'ai dit ici la dernière fois, en allant à la dissolution, c'est qu'il pensait qu'il allait trouver des prébendes. Et j'ai dit la dernière fois ici sur le plateau que les gros commerçants du PRD
Ils n'ont rien eu. Mais voilà que les réformes actuelles au plan économique ne favorisent plus ça. Ce régime-là travaille à un peu, peut-être parfois trop détaché. Voilà la chose politique des avantages économiques. Est-ce que c'est possible? Non, ce n'est pas. Non, ça, il ne peut pas avoir un couloir étanche. Mais la manière dont un certain. Où sont passés les Oloyers? On va revenir. La manière dont un commerçant, même de vendeur d'essence de Lomé, de Igolo, pouvait dire bon. On fait ci. On fait ci, on décide. Bon, il y a un ministre. Bon, on prend. Ce n'est plus possible aujourd'hui. D'accord. Vous n'avez pas la peur du contraire. Vous n'avez pas la peur du contraire. En 30 secondes, l'aide de l'État à la presse, vous y croyez? Vous savez, bon, moi je vais y croire quand on va finir avec le copinage. Julien Kiti. C'est une très bonne chose et c'est un professionnel des médias qui est à la tête de la HAC aujourd'hui. C'est historique, c'est plus la première fois que ça arrive. Je dis merci à quelqu'un comme Théophile Nata qui répétait tout le temps, venez prendre cette affaire, c'est pour vous. Une fois que le chef de l'État a fait, on a la chance que celui qui est président, il est allé jusqu'à être vice-président de cette chose-là. Il est passé par toutes les associations et les droits locaux. Je l'ai connu journaliste, j'ai été presque garçon de course à lui acheter la billet une fois et je sais qu'il ne s'est pas trompé de métier, il connaît ça. Donc quand lui ramène l'aide de l'État à la presse, il sait les dispositions qu'il faut prendre, les garde-fous qu'il faut mettre pour qu'on ait de véritables entreprises de presse qui puissent en bénéficier et que le personnel des médias puisse... parce que moi, je rêve de voir encore des médias qui ont des rédactions. Moi, j'ai été chef d'aide politique et économie une fois ou plusieurs fois d'un journal sérieux. J'avais une équipe, je faisais ma mini-conférence de rédaction d'abord avant d'aller. Et c'était une fierté pour chacun de venir présenter sa page. Aujourd'hui, j'avais des médias qui se gèrent entre deux personnes. Ça se fait dans la voiture. Bon, voilà. Donc, ça se fait dans la voiture. Il y a donc faut les moyens pour faire. Il y a donc espoir, on croit entièrement. Donc, on dit dans notre langue que lorsque l'aveugle vous dit je vais vous jeter une pierre, c'est qu'il a déjà les pieds sur la pierre. Edouard Loko sait que ça va se faire et il sait également que... Je constate que quand l'ODEM s'est empressé, par anticipation, d'élaborer, d'améliorer le code, le président de la HAC s'est empressé de dire messieurs de l'ODEM, on va se voir pour la co-régulation. C'est ça aussi. Quand vous-même vous empressez d'améliorer votre maison, très rapidement. Il y a un élément qui m'a fait sourire, mais qui m'a réjoui. Aujourd'hui, on a compris l'importance de la confraternité. C'est-à-dire que quand des organes de presse étaient en difficulté, d'autres tiraient à boulet rouge sur leurs confrères. Aujourd'hui, tout le monde s'est rendu que c'est à tout de rôle. Donc, lorsque la case de l'autre brûle. Mais oui, aujourd'hui, je suis heureux qu'on ait mis dans le code que désormais, il faut que cela soit consacré. Voilà. Donc, je pense que nous pensons quand même que cette émission aura permis d'aborder un certain nombre de questions, notamment la Conférence nationale des forces vives de la nation. Merci à vous, Jules Léantiti. Merci à vous, Moïse Soudé. Alphonse Moïse Soudé, il faut préciser cela. Nous pensons, mesdames et messieurs, que vous avez tiré des leçons dans cette émission. C'est vrai qu'on n'a pas pu aborder le code de déontologie et d'éthique dans les médias. On va y revenir. D'ailleurs, on a des acteurs de médias bien aguerris en la matière. On a tout le temps pour y revenir. Nous espérons que de la Conférence nationale des forces vives de la nation, nous continuons de puiser dans ce vivier-là pour un bon vivre ensemble, pour le droit à la différence, pour le droit, n'est-ce pas, à l'expression libre. Et que donc le pays puisse avancer. Cela va de l'intérêt de chacun de tous. Et l'autre chose que Jules Léantiti a soulevé dans cette émission, si le développement doit être amorcé, si le développement doit être une réalité à un certain degré, il faut que chaque Béninois, d'où qu'il se trouve, puisse se mettre dans la danse pour qu'on puisse y parvenir. Cela va de l'intérêt de chacun et de tous. Patrice Talon à lui seul ne pourra pas tout faire. Il va de l'intérêt des Béninois de se mettre dans la danse, de travailler chacun à son niveau, bien faire ce que nous avons à faire pour le développement de ce pays. Nous faisons notre part, nous l'espérons bien. Mesdames et messieurs, merci à chacun et à tous de nous avoir suivis. Gardez votre position d'écoute sur Speedline. Le meilleur reste toujours à venir. Bonsoir.